Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport, uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités, acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrère à ma gauche nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat avec la Ligue des Champions qui a vu Chelsea champion d'Europe. Enfin, nous recevrons Eric Escribano, l'entraîneur du Blagnac Rugby. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Et bonsoir. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Kevin Carrère. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. J'ai un gros problème, messieurs, c'est que je me rends compte que j'ai pas ma chaise habituelle. Je peux pas vous balancez. Je peux pas me balancer et ça j'aime pas. Terrible. Elle est où? Qui te l'a pris? Bah en fait elle est dans la rédaction. Je vais vous la chercher. Ah bah oui, c'est allez-y vrai, Lucas. Oh merci Lucas. Non mon dos. Il est hein, en plus il a tourné partout, il est essoufflé, Jean il en peut plus. C'est la noire juste là. Jean a fait un aller-retour dans la radio, il en peut plus, je pense qu'il en a jusqu'à 19h30. N'empêche, il est pas rancunier parce que merci. Avec la décoration que vous avez mis là, Jean. Ah ouais. Merci. Changement de fauteuil en direct. Et pas rancunier en plus, hein, avec les belles photos de Nantes là, que vous avez mises. C'est vrai. Pourquoi vous avez imprimé ça, Mehdi? Vous êtes supporter de Nantes maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, le FC Kita, oui. Le plus grand budget, le plus grand effectif, l'équipe qui joue le mieux au foot va continuer à jouer contre Pau et Quevilly et Sochaux. Et la revanche contre Sochaux, hein. C'est surtout ça l'information. Je crois que ça nous amuse d'humilier Sochaux, c'est ça? Humilier Sochaux, 1-0. Ce qu'il faut penser. Ce sera le débat de ce soir, en fait, on change le débat. À l'antenne, je tiens à remercier Margot. Ah oui. Je crois que la semaine prochaine, le cours de danse est annulé aussi. Non Je sais pas. Mais voilà. De toute façon, la semaine prochaine, je crois que je peux pas. Mais Jean Sureda s'est engagé, il me semble, à donner 2 fois par semaine des cours de danse, justement, personnel. Il me semble. C'est du Bollywood. Hein, voilà, ça promet. Je vais te ramener du sari, tu vas voir. C'est vrai, en plus, c'est Bollywood. Je fais la danse du ventre comme ça. Ouais, beaucoup s'amuser. Ah oui, ça danse bien. Des piercings de nez, des trucs. C'est vrai? Il me tente de voir ça. Oh, quelle horreur. Parce que Jean français c'est pas top, mais alors Jean indien, je viens d'imaginer Jean en robe après quoi. Ah c'est Cyril Hanouna quoi. Ça c'est bon. Je vois que vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Je me tourne tout de suite vers vous, Kevin Carrère, obligé d'en parler. Parce que malgré la victoire et la non-montée du TFC, ça reste quand même, après 2, 3, 4 saisons galères, une très belle saison de la part du Toulouse Football Club en Ligue 2, Kevin. Ouais, c'est ça. Je voulais parler un peu de cette saison parce que même s'il n'y a pas la montée, la saison est belle. Il y a eu un engouement autour du club qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. Donc bon, voilà, il y a quelque chose qui s'est créé. Moi, je pense aux accueils du bus, les derniers qui étaient tout simplement phénoménaux. Il y avait plus de 1000 personnes pour attendre un bus. Enfin, c'est incroyable. Alors que l'année dernière, il y avait 5000 personnes dans le stade. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est créé. Quand c'était Marseille. C'est ça. Donc voilà, il y a un truc qui s'est créé autour de cette équipe, autour de ce club, une bonne communication, le président qui vient voir les supporters. Enfin voilà, il y a eu des trucs. Au milieu, ouais. Quand on l'a vu débarquer, ça nous a surpris. On s'attendait pas du tout au milieu des supporters avant l'accueil du bus. Il a tenu le fumigène et tout ça. Donc c'était très bien. Ouais, c'était bien. Donc il y a une bonne communication autour du club. Ça faisait longtemps. Une belle équipe avec des pitchouns qui ont envie de faire monter leur club formateur, des étrangers qui s'intègrent bien. Donc voilà, donc on disait un club sans âme, sans supporters, et je pense que cette année ça a un peu redoré le blason du TFC quoi. Totalement, vous êtes d'accord avec ça, vous Mehdi, j'imagine. Il manquait que ça. Il y avait un stade de mort aujourd'hui, bon c'est vide, mais on sent qu'il y a quand même un engouement vers le TFC. Dès la fin juillet, on va pouvoir mettre tout ça en œuvre, retourner dans les stades, montrer tout l'engouement qu'il y a, et puis voilà. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est on a quand même pratiquement plus parlé du barrage du TFC que de la 5e étoile du Stade Toulousain. Il y a eu un engouement, alors que d'habitude le Stade Toulousain écrase complètement. Moi, j'ai pas du tout senti cette chose-là dans la ville et même auprès des gens. Voilà, et puis revoir des gens qu'on ne voyait plus du tout au stadium, et puis voilà, juste on a pris du plaisir. Est-ce que on va parler de terrain un petit peu, la non-montée, quand on entend le président Comolli en début d'année, à juste titre, quand on est un relégué avec des ambitions
comme ceux du TFC, il s'est tout de suite monté en Ligue 1. C'est pas le cas. Toulouse va jouer une deuxième saison de suite en Ligue 2. Le mot est très fort. C'est un échec ou pas, sportivement parlant, cette montée quand on a le plus gros budget. Alors pour les auditeurs, non, l'argent ne fait pas gagner un match, mais ça permet de payer un peu plus cher les joueurs pour les faire venir, etc. Mais il y a le plus gros. Il y avait un effectif assez conséquent et tout. Oui, mais quand il faut tout refaire de A à Z, bien sûr, mais je suis d'accord. Au mois d'octobre et qu'il y a déjà 10 journées et que tu as perdu les premiers, au mois d'août, on imagine déjà, on nous disait vous allez jouer un barrage. On aurait été content d'y être. Et effectivement, on a des regrets. Il y a des regrets à avoir sportivement sur la saison, puisqu'il y a une période au mois de février-mars où il y a eu des défaites à l'extérieur et c'est à l'extérieur que ça a pêché, où ça nous a empêché d'aller chercher cette deuxième place. Parce que oui, on aurait pu avoir cette deuxième place, mais sinon, oui, effectivement, on est même sportivement, ce qu'ils ont fait, c'est pas si mal. C'est Troyes et Clermont qui montent en Ligue 1. Ce sera un échec s'ils montent pas l'année prochaine, ça c'est clair. Ouais. Parce qu'on peut dire que c'était la saison peut-être de l'adaptation. Transition, on a le droit à une erreur. On a le droit, surtout quand, comme Mehdi l'a dit, quand on part de si loin, quand on fait un début de saison quand même très 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 moyen. Il a fallu attendre la 5e journée pour la première victoire. Auxerre, je crois, 3-1, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, voilà. Donc non, moi je suis pas en colère contre les Toulousains. Au contraire, oui, c'est un coup de larme, c'est un coup de tristesse parce que voilà, il y a un an il descendait dans l'indifférence générale et même, j'ai envie de dire, dans la rancœur, dans la colère. Oui. Aujourd'hui, quand on les voit pas monter, on est triste. On n'est pas en colère contre eux, on est juste triste. Et même triste pour ce groupe parce qu'il y avait une sympathie. Et ça se voit à la fin du match quand on voit un Manu Koné, un Minadli, des gens, on a des pitchouns qui sont vraiment désespérés, alors qu'en fait le mec il va jouer en Bundesliga l'année prochaine. Ils sont désespérés de ne pas avoir fait remonter leur club et ils vont partir sans l'avoir fait remonter et ça les rend très tristes. On voit un Vakun Bayo aussi, moi j'ai vu des larmes. On rappelle sur un joueur prêté par le Celtic, donc une option d'achat de 2,2 et puis les millions, mecs, moi c'est ce que j'ai senti, et preuve année aujourd'hui on a eu l'annonce de la levée d'option d'achat, ce qui n'était pas gagné puisque ça devait être que si montait en Ligue 1 de Brecht de Jagereux, qui moi est mon joueur préféré, et je pense que ça pose déjà les ambitions pour l'année prochaine. Rien que cette prolongation là, c'est l'huile taulier, il reste alors qu'il n'y a même pas monté. Ça prouve ce qu'on nous a rabâché aussi toute l'année, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai groupe uni, une vraie bonne ambiance. Ça vraiment on a envie de les croire quand on voit tout ce qui s'est passé et que le projet continue sur cette fin. Oui, bien sûr. C'est ça, que le projet s'arrête pas là, que tout va pas forcément et la colère d'un Comolli aussi est belle à voir parce juste avant il se baladait au milieu des supporters et on voit qu'il s'est impliqué et s'il pète un plomb comme ça, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on est sur un président impliqué. En soi, c'est pas terrible. En soi, c'est pas terrible d'aller fustiger les arbitres de cette manière-là. Mais c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça représente. Ouais, mais c'est ça, mais on en avait presque besoin en fait. Et dans le contexte toulousain, c'est presque bien en fait. Pour terminer sur ça, on fait une grande page TFC forcément après la saison de Ligue 2 et le barrage hier, mais il faut s'attendre à quoi cet été pour le TFC? Parce que moi, je vous cache pas que je suis partagé. C'est-à-dire que je suis confiant parce qu'il y a les moyens de la part du propriétaire, il y a l'argent qui va être mis sur les compétences. On n'en sait rien. Oui, enfin, ils vont pas mettre 15 millions sur un jour, on est d'accord, mais il y a les compétences surtout. Il y a de l'intelligence. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Koné, on le sait depuis très longtemps, mais il y a Adli, ça va être très dur de le garder. C'est pas grave, Adli part, c'est sûr. Bayo, il restera sûrement. S'il a envie de rester, il restera. Oui, puis s'ils ont réussi à retrouver des joueurs comme ça, ils arriveront à retrouver d'autres aussi. Surtout avec l'arrivée. L'argent, c'est pas trop important. Voilà, on a vraiment l'exemple et le contre-exemple entre Kita et ce que fait le TFC aujourd'hui. Kita, il met beaucoup de ronds, mais il le fait n'importe comment. Et aujourd'hui, si on a moins de fric mais qu'on investit bien, c'est tout aussi. La meilleure recrue, Lucas, c'est Brandon McFarlane. En plus, Brentford, je suis désolé, mais il a fait beaucoup de recrues à Brentford. Il est arrivé, lui, il y a quelques mois au TFC, et Brentford se retrouve en première ligue. Ça fait des années qu'à Brentford, il trouve des petits joueurs qui l'achètent pas cher et qu'ils amènent à un très bon niveau et ensuite qui revendent. Ouais, exactement. Et pourquoi pas la même chose chez nous cet été, ça va être ça de toute façon. C'est là qu'on va voir pour remplacer quelques pitchouns. Reprise du championnat. Déjà bonnes vacances aux joueurs du TFC. Ils ont terminé hier. Ils sont en vacances depuis aujourd'hui ou peut-être même demain. Enfin, faut voir. S'ils solidifient leur défense l'année prochaine, ce sera les doigts dans le nez la montée. Je pense. Oui, je pense sincèrement. Voilà. Reprise de fin juillet du championnat de Ligue 2, j'imagine que le TEF va reprendre mi-juin, quelque chose comme ça. Autour du 20-25 juin, les entraînements et le calendrier devrait sortir dans 2-3 semaines maintenant, histoire qu'on vu qu'on a toutes les équipes. Je crois que le calendrier, on l'a déjà le début. Non, mais le calendrier des matchs. D'accord. La première journée, etc. Précis, le calendrier précis bien sûr. Des rencontres. Adversaires, quoi. Voilà, c'est ça. Et on attend tous avec impatience le fameux Toulouse-Pau, bien sûr, et Toulouse-Rodez. Les derbys.
J'étais pas prêt. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il a pas dit Sochaux. Ah oui, pardon, je voulais dire Toulouse-Sochaux, évidemment. Le derby. Ouais, mais Sochaux n'aime pas les matchs faciles, donc c'est comme ça. Ah là là. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard, parce qu'il y en a un, il a pas été joyeux. Hein. C'est la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Il a même été triste, mais en tout cas, on l'a pas reconnu à la fin du combat. S'il s'en souvient. S'il s'en souvient, on va parler de boxe, bien évidemment. Ouais, je vais vous parler de Nordino Bali, le Français qui affrontait une légende des poids coqs, des petits gabarits, si on peut dire, en boxe. Il affrontait Nonito Donaire, le Philippin, 38 ans. 41 victoires, 27 par KO. Voilà, Nonito Donaire qui a été fidèle à sa légende. Il a vaincu notre Français qui était le détenteur de la ceinture WBC des poids coqs par KO à la 4e reprise. C'était à Carson en Californie. Énorme communauté philippine dans ce coin de la Californie. Et du coup, c'était la salle qui était vraiment acquise à Nonito Donaire. Et il a encore, fidèle à son statut de cogneur et de boxeur intelligent. Pour vous expliquer un peu, c'est ce que je vous disais un peu aussi en dehors de l'émission, c'est un peu comme si Tony Oka avait affronté Vladimir Klitschko en fait, voilà. Pour vous situer un peu l'écart entre les deux, voilà. Et mais je voulais surtout vous parler un peu de Nordino Bali qui a fait un bon combat quand même, qui avait fait un bon début de combat jusqu'à la 3e reprise. Je vais vous citer Mike Tyson là pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. On a tous un plan dans la tête jusqu'à ce qu'on prenne une bonne droite dans la gueule. C'est ce qui s'est passé en fait, c'est-à-dire qu'à la 3e reprise, il s'est pris un uppercut et puis ensuite Nonito Donaire a déroulé. Voilà, c'est dommage pour le Français de 34 ans, champion discret, fils de mineur, originaire de Lens. C'était un peu le porte-drapeau de la boxe française. Tous les amateurs de boxe étaient vraiment derrière lui. Parce que c'est un boxeur qui a une histoire incroyable, il a un mental d'acier. Son parcours, honnêtement, on pourrait en faire un film ou un livre à la fin de sa carrière. Déjà parce qu'il a eu un parcours un peu à la Alexis Vastine, il a été victime de 2 vols au JO, il faut le dire, voilà. Il faut savoir que les premiers combats professionnels qu'il a fait, c'est lui-même qui se les a payés, c'est-à-dire il payait son adversaire pour boxer contre lui, parce qu'il n'y avait pas par faute de promotion, comme on est chez les petites catégories. Alors je vous parle aussi d'autres anecdotes incroyables. Il a fait un combat notamment contre un adversaire qui avait truqué ses gants. Il avait mis des plaques d'acier dans ses gants. Non. Ouais. Il a réussi à le battre. Et puis il a aussi dernièrement, avant cette défaite, donc il avait décroché sa ceinture WBC au Japon et il était allé donc en territoire ennemi, si je peux dire, décrocher cette ceinture. Il faut savoir qu'en fait il avait été espionné tout au long de la préparation qu'il avait décidé de faire au Japon pour gagner du temps. Du coup 3 semaines avant le combat, comme il s'était rendu compte que des espions le suivaient partout, il s'était entraîné sur le parking de son hôtel pendant 3 semaines jusqu'à pour pouvoir éviter les regards indiscrets et éviter l'espionnage. Et il a gagné la ceinture. Et là, malheureusement, c'est cette ceinture-là qu'il vient de perdre. Il me tarde déjà de le revoir, Nordino Bali, parce qu'il a toujours des histoires incroyables. Donc c'est un super boxeur et c'est une histoire magnifique. Voilà. Et que Maxime pour nous sortir des anecdotes comme ça, mais c'est bien, moi je bois vos paroles à chaque fois sur la boxe que je suis pas. C'est parce que la boxe c'est vraiment un sport aussi qui est propre à ce genre d'histoire. Oui, c'est vrai. Vraiment c'est pas par hasard si c'est le film le plus cinématographique, le sport pardon le plus cinématographique, parce que voilà il y a toujours des grandes histoires. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour un autre sport de combat, mais ils sont plus là. C'est pour le rugby. Je vais me tourner vers vous, Mehdi, parce que ça on aurait pu continuer avec moi, parce que niveau combat on est sur le même. C'est vrai. On verra tout à l'heure. On voit tout à l'heure. Mais je me tourne vers vous d'abord, Mehdi, parce que vous nous faites souvent ce coup de cœur, mais on est content à chaque fois. On va parler de MotoGP parce que les Français ont encore performé ce week-end. Après la première, la deuxième place, après les nombreuses victoires de Quartararo, les podiums de Zarco, la remontée aussi de Johan Zarco au Mans, cette fois encore une victoire française, Fabio Quartararo qui a maîtrisé ce Grand Prix de A à Z comme d'habitude au départ, et encore il a fait un meilleur départ qu'habituellement. Ensuite il a doublé tranquillement ses concurrents et puis il a géré la course devant. Et voilà, et Johan Zarco aussi qui a pris la 4e place du championnat, qui a profité de la chute de Bagnaia et de la mauvaise performance de Jack Miller sur sa Ducati, pour prendre la 2e place du championnat du monde derrière Quartararo. Donc ça veut dire qu'après 6 courses, les 2 premiers au championnat du monde sont Fabio Quartararo et Johan Zarco. Donc 2 Français aux 2 premières places du championnat du monde. Alors ça, c'est énorme. Je peux vous dire que si on avait dit ça à mon père il y a quelques années, il l'aurait jamais cru. Et voilà, pour les anciens, qui n'ont jamais vraiment connu ça depuis les années 80, c'est assez exceptionnel.
profitons-en. C'est presque pareil que si on voyait ça en Formule 1 dans 5-10 ans, quoi. Bah ouais, ça fait un petit peu ça. Après, ce qui est un peu différent, c'est que la concurrence en moto est quand même beaucoup plus vive et puis c'est dur la régularité est beaucoup plus compliquée en moto, en voiture. À partir du moment où tu as une extrêmement bonne voiture, c'est quand même plus facile de finir dans les 4-5 premiers, quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est un coup de cœur avec un peu de larmes quand même. On peut pas oublier qu'on a perdu. Et là, exactement, un Suisse, un concurrent Moto 3 ans. qui est tombé lors des essais libres. Évidemment, le nom m'échappe. Mais exactement, Jason Dupasquier. Voilà, c'est ça. Qui est décédé. Ça arrive de temps en temps en moto, qui est un sport évidemment très dangereux, avec d'énormes chutes d'ailleurs sur la course, même en Moto 3. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est un peu le risque du métier, mais voilà, on passe fort à la famille. Et... Voilà, humblement, on pense à la famille et c'est vrai que ça doit être difficile aussi pour les pilotes derrière de reprendre Quartararo l'a dit, en gros il gagne, mais il se dit des fois on se demande un peu pourquoi c'est nous surtout pourquoi on fait ça, quoi, pourquoi on prend autant de risques quand ils voient que leur collègue a perdu la vie sur un week-end. C'est là où mentalement ça ébranle à mon avis quand on fait ce sport. Ouais, c'est peut-être une bêtise que je veux dire, mais c'est là où mentalement où il faut dans la tête faut être fort, hein, il a été ça c'est clair, parce que gagner ce Grand Prix comme il l'a fait après ça, c'est très repartir à 350 km/h qu'on a vu un de ses amis sur 2 roues, pas sur 4, quoi. Ouais, c'est ça qui est encore en Formule 1 il y a la voiture qui protège entre guillemets, mais c'est vrai qu'en moto il y a rien qui protège. En football, normalement, l'arbitre doit protéger les joueurs. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est faux déjà. Ça n'a pas été le cas lors de la finale de la Ligue des Champions. On en parlera en fin d'émission dans le débat qui a vu la victoire de Chelsea. Mais Didier Deschamps est heureux parce que Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs joueurs du monde, risque d'être forfait pour la Belgique si on croise la Belgique, Lucas Serdic. Oui, non, mais c'est ça. Mais je trouve ça fou en fait. J'ai revu les images là et je comprends encore moins. Comme Bayou. Je sais pas si Maxime l'a vu, mais je vous l'ai dit moi plusieurs fois. Mais même au rugby, c'est rouge. Ça. C'est rouge. C'est rouge. C'est épaule dans la tête. Voire 3 matchs de suspension. Pour les auditeurs qui n'ont pas vu le match, vous pouvez expliquer vaguement l'action. On a Kevin De Bruyne qui joue sur on est au milieu de terrain, une action anodine, la barre part sur le côté, Kevin De Bruyne veut reprendre dans l'axe, il regarde pas du tout vers où il repart. Par contre Rudiger, lui, il a bien repéré, s'arrête, recule un petit peu, fait une obstruction. On parle souvent à travers d'obstruction dans le foot, là on est clairement dedans, et épaule contre mâchoire, quoi, d'un joueur qui s'y attend pas du tout, qui est pas gainé, qui est pas prêt à reprendre le coup, et ça c'est hyper dangereux déjà de 1, et on voit le résultat, double fracture pour Kevin De Bruyne, peut-être un euro qui saute, et puis on est sur une finale de Ligue des Champions, je sais pas, le meilleur joueur d'une équipe qui sort à la demi-heure, l'autre qui prend qu'un jaune, parce qu'en plus il joue la comédie, Rudiger il a rien, à moins qu'on ait mal à l'omoplate en se tenant la tête. Mais des fois j'ai eu mal aux adducteurs en me touchant les genoux. Non mais c'est pas pareil, vous avez mal quand vous dormez, mais il y a Monsieur Patate. Il y a enfin je sais pas, l'image de De Bruyne qui sort tuméfié, groggy, sans son staff, il sortait pas sur ses 2 jambes. Je comprends pas, et on va pas revenir sur la VAR parce que pour moi c'est un outil formidable qui est mal utilisé. Qui est mal utilisé, mais comment c'est possible à ce niveau-là de pas revenir sur l'action? Je comprends pas, quoi. Alors je dis pas que City aurait gagné la finale et que Chelsea n'a pas mérité sa victoire, c'est un autre débat, ça encore, parce que Chelsea a fait une très belle finale, mais on prive une équipe à une demi-heure de la fin de son meilleur joueur, on reste à 11 alors qu'on devrait être à 10. Et puis on prive un des plus grands joueurs du monde de l'Euro. Imaginez que ce soit arrivé à N'Golo Kanté, là, on serait tous vent debout, quoi. Moi perso, j'aurais fracassé ma télé, quoi. On nous prive de notre petit N'Golo avec un mec qui se prend une omoplate dans la tête et l'autre tire sur le terrain. Enfin, c'est Schumacher, quoi. Allemagne-France, quoi. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Si j'étais belge, je serais complètement dingue. Déjà, je le suis là, alors imagine. Il y aura émission spéciale d'ailleurs la semaine prochaine avec en invité Albert Rust qui est champion, qui est le seul français à avoir été champion olympique et champion d'Europe de football en 1984. Il était 3e gardien de l'Euro et 1er gardien des JO. Il sera avec nous la semaine prochaine. J'essaye d'avoir un champion d'Europe 2000. C'est un peu plus compliqué. Voilà, je lance un appel, bien évidemment, vu qu'il nous écoute. Fabien Barthez, mais il pourrait nous répondre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On essaiera. Je me tourne vers vous. Votre prénom, Maxime Brossard. Vous avez 30 secondes pour nous parler d'un beau match de rugby qui a eu ce week-end en Pro D2. Ouais, je
je vous fais juste le point rapidement. Et c'est pas une vanne. Et c'est pas une vanne, non, parce que la finale de la Pro D2 aura lieu donc ce samedi à 17h30. Ce sera à Montpellier entre Perpignan et Biarritz. Perpignan qui avait terminé leader de la phase régulière, qui a sorti Oyonnax donc 27-15, mais c'est surtout, je vous parlais de l'exploit de Biarritz qui est allé s'imposer à Vannes qui avait fini 2e, Biarritz qui avait fini 3e, Biarritz qui était mené 33-27 jusqu'à la dernière action, la sirène sonne, les passes s'enchaînent, les temps de jeu s'enchaînent, et puis l'incroyable, le magnifique, le légendaire désormais Gavin Stark, l'ailier néo-zélandais de Biarritz, qui file entre les poteaux et qui donne la victoire au BO. C'était incroyable, voilà. Et je voudrais aussi saluer Bourg-en-Bresse et Narbonne, qu'on va retrouver en Pro D2 l'an prochain. Il y aura un Béziers-Narbonne d'ailleurs. Là, les dentistes vont faire fortune, je vous l'annonce d'entrée de jeu. Parce que là, il n'y aura pas besoin de la VAR, ça va taper dans tous les côtés. Donc voilà, ça va être costaud. Content qu'ils reviennent à Narbonne. J'espère que ça sera au mois de novembre ou au mois de décembre. Ah oui, que des molles. Fracture de la pommette recommandée. Ah oui, il va y en avoir, là ça va tomber. Là, on parlera de la nationale, du championnat national, avec notre invité tout à l'heure, l'entraîneur de Blagnac. On peut passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Exceptionnellement, pas de son. Désolé pour cette semaine. Mais voilà, je vais vous le dire à l'oral. On avait parié sur Toulouse-Nantes. Toulouse-Nantes, il y a eu 2-2. Et finalement, personne n'a réussi. Personne n'a gagné. Personne n'a mis match nul. J'étais pas loin. Ceux qui ont le qualifié marquent des points quand même. Allez, ça essaye de gratter encore. Ça me fatigue. C'est pas logique, Lucas. Coraline, ça Romain, gratte, Albert, qu'on salue, et Mehdi. Non, personne. Non, je n'ai pas envie de donner des points à Mehdi. Match nul, c'est match nul. Désolé, alors quand on dit. C'est vous le spécialiste du match nul. Fois avec 40 points d'écart et qu'on est loin, on ne devrait pas avoir 2 points. C'est ça que tu es en train de dire? Non, je suis pas d'accord. J'étais pas loin là, finalement. C'est vrai, vous 2-1. 2-1, mais pour Toulouse, c'était. Donc vous, dès le premier match aller, vous étiez mort déjà. Ouais, écoutez, j'y ai cru. Pas longtemps. On va continuer à parler sur Toulouse, mais on va passer au handball. Ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas parlé de handball. Il y aura 800 personnes, 800 supporters au Palais des Sports. Ce sera demain soir à 18h30 sur Beansport et au Palais des Sports. Donc entre un gros match entre le Phoenix Toulouse Handball qui est bien remonté, qui est 6ème du championnat, et Montpellier. Et ouais, donc j'en avais parlé en début de la saison quand le Phoenix était en Coupe d'Europe, mais malheureusement ils ont mal commencé, ils ont été éliminés aussi en Coupe d'Europe, et puis ils étaient à la lutte tout simplement au maintien en début de saison. Mais depuis mars, tout a changé, on retrouve un peu le Phoenix de l'année dernière qui gagne quasiment tous ses matchs. Là ils sont sur 5 victoires consécutives et pas contre n'importe qui, à Aix et à Nîmes, 2 adversaires qui jouent l'Europe, qui sont 4 et 5e il me semble, et les Toulousains ont à chaque fois fait preuve d'un caractère monstre. Ils ont gagné d'1 but à chaque fois là-bas. Et donc voilà, grâce à ces bons derniers résultats, donc le Phoenix est 6ème, et donc c'est une place qualificative pour les premiers tours de l'European League qu'ils ont joué cette année. La Ligue Europa, l'équivalent de la Ligue Europa. Voilà, et donc ils sont devant Chambéry d'1 point, donc victoire quasiment impérative pour les Toulousains qui jouent Montpellier. Voilà, le voisin d'Occitanie qui est tranquillement 2ème derrière le PSG, quoi. Ouais, ça va être quand même difficile. Ça va être difficile, et d'ailleurs grosse saison du Phoenix, et sans Luc Steins qu'on avait reçu, le Hollandais, on l'avait reçu ici l'année dernière, qui fait une très bonne saison. Il est prêté au PSG pour remplacer Karabatic qui est revenu ce week-end. Et il a gagné la Coupe de France. Il va être la semaine prochaine champion de France. Le prêt d'un 6ème au premier handball, que tu vois ça quand même. C'est vrai. Et en plus il est en demi-finale de la Ligue des Champions. Un joueur de Rennes pour remplacer Mbappé, tu sais, c'est un peu le. Ouais, mais ça marche en plus. Il est très bon sur. Évidemment qu'il est très bon. Recrutez-le vraiment, quoi. Un prêt, ça n'a aucun sens. On est d'accord. Et d'ailleurs, Illich avait été prêté à Barcelone l'année dernière. Enfin, ça se fait souvent, mais Toulouse est pas bête. C'est que des prêts. Il reste pas là-bas. On passe sur les. Il va y rester, je crois. Illich ? Non, Steins. Il va rester, vous pensez ? Au PSG. Il y a moyen ? Ouais. Oh, j'espère pas. Quand même, il mérite mieux. Je crois que j'ai entendu ce genre de choses. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble avoir lu ça. On va passer au pronostic, messieurs, tout de suite. Phoenix Toulouse Handball contre Montpellier. Coraline. Hop là, je suis là. 28-25. Pour Toulouse ? Ouais. Oh ouais, bon, c'est fait, hein. Kevin. 32-32. Oh, il nous fait une Mehdi. Bon, Mehdi, le 32-32 n'est plus disponible. Bon, 29-33. 29-33. J'ai vu que Coraline nous avait donné le score en défaveur de Pau pour samedi. Pardon, excusez-moi. Le 28-25 pour Montpellier. Moi, je donne un peu comme vous. J'avais regardé, c'était noté sur ma feuille. Je donne un 28-33 pour Montpellier. Lucas. 23-25. 23-25. Oula. Maxime. Comme j'y connais pas grand chose, je vais rendre hommage au département. Non, je rends hommage au département. 31-34 pour Montpellier.
C'est bon. Ah si ça passe. Le truc c'est que ça pourrait. Hein. Ça pourrait. C'est très probable ce genre de résultat. On peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. Une question et 4 minutes pour y répondre. Et là, je remercie Mehdi Guillonneau parce qu'il m'a passé un livre formidable. Ah, ça y est, ça commence. Ah ouais, c'est parti. Ah oui, le livre. Oh là là, quelle erreur j'ai fait. Là, t'as fait l'erreur du siècle. Ah bah Lucas va m'en vouloir. Non, mais je crois que j'ai un coup de fil à passer. Un livre sur les exploits, on peut dire ça comme ça. Dans les JO, ouais. Des Jeux Olympiques, et je l'ai un peu bouquiné. Bah, j'ai réussi, hein, je sais pas trop lire. Hein, mais ça vous a plu? Oui, bah, j'ai lu 2 pages et j'ai trouvé une question tout de suite. Hein. Il y a de ces trucs en plus. Café Olivier Kirk, d'assez... Ouais, incroyable, c'est incroyable. Non, c'est pas qui. Est-ce que c'est un sport collectif? Non. C'est un néerlandais. C'est quand? Ça s'est passé en 1904. Est-ce que c'est un sport individuel? Individuel. Mais c'est olympique déjà. Sur l'eau, normalement c'est olympique. Sur l'eau? Non. Pas nautique, non. C'est de l'athlé? C'est de l'athlétisme. C'est du rugby? Non. C'est de la boxe? La boxe, ça, de la boxe. En 1904, de la boxe. Bonne nuit, Lucas. C'était à main nue à l'époque? Ouais, t'imagines. Est-ce que le MMA de l'époque. Est-ce qu'il a gagné déjà? Est-ce qu'il a gagné? Oui, il a gagné. Il a Champion olympique? Oui, il est champion olympique. Il a gagné. C'est le premier champion olympique de boxe? Non. Est-ce que c'est un lien avec les catégories de poids, par exemple? Oui. Alors, est-ce que c'est genre il faisait 60 kilos, il a battu un mec de 120 ou... Non. C'est le premier poids lourd champion olympique? Non. C'est un mec qui était pas dans ces catégories mais qui a quand même été champion olympique? Indirectement, ouais, c'est pas... Enfin, il était à chaque fois dans les catégories. Coraline joue bien. C'est un poids lourd? C'est un poids léger? Il a été champion olympique dans plusieurs catégories. Très bonne réponse. Ce qui est assez incroyable, il a été champion olympique en poids coq et en poids plume. Ah oui, je voulais vous demander d'ailleurs, Maxime Brossard, parce qu'en lisant des papiers sur le combat dont vous avez parlé tout à l'heure, j'ai vu que l'autre il avait 4 ceintures. Oui. Coq. C'est ça, il y a coq, super coq. Maintenant il y a plume, mouche. Ouais, c'est passé les petites catégories. En fait, vous avez. Mais elles s'entremêlent pas, on est d'accord. Ah non, elles sont distinctes. Moi, ça me dépasse complètement. Ouais. Donc voilà, la boxe c'est compliqué. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en début de JO, il faisait 57 kilos et qu'à la fin, il en faisait 61. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus, il n'y avait que 8 catégories. Et jusque dans les années 60-70. Après, quand t'es à la limite d'une, tu peux basculer facilement dans l'autre. C'était énorme parce qu'en fait, quand il y avait que 8 catégories, il faut savoir qu'en fait, il y avait des écarts de poids qui étaient vraiment considérables, quoi. Oh non, là, ce serait plus un ton ou un frelon. Un frelon ou un ton. Quadruple coq. Bourdon. Non, mais du coup, il y avait des écarts de poids qui étaient assez incroyables, quoi. Dans une même catégorie, vous pouviez voir 7-8 kilos entre chaque boxeur, et c'est 7-8 kilos quand c'est du muscle, ça fait quand même une sacrée différence. Ouais. Bon, après, on est en 1904. Ouais, mais là, c'était l'époque, c'était du barnacle, non? Ils se battaient à main nue ou je sais pas, sur un parking avec des bottes de foin autour. C'était des rounds de 12 minutes. En plus, je crois qu'il y avait 15 rounds de 2 heures. Jusque dans les années 80, je crois. Et même avant, ouais, dans les tout premiers temps, c'était ça. C'était le premier qui était KO, quoi. Ouais. Oh et à la fin on comptait les dents. Voilà, ils avaient des dentiers, ils les enlevaient avant le début du combat. Ils devaient sourire, des dentiers en bois. Ah ouais. Une dent, 1 point, la pommette, 3 points. Ah ouais, non, mais ça c'est fou. Hein. On se retrouve nous dans moins de 3 minutes avec notre invité, à tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. C'était une très belle pause musicale, on a bien rigolé dans les studios, donc on va se reconcentrer. La qualité de la chanson aussi. Notre invité est un entraîneur sûrement heureux, enfin il va passer un bel été normalement, il va nous le dire. Eric Escribano est l'entraîneur du Blagnac Rugby, et après une belle saison en national, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Eric, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Je viens de le dire, c'est une belle saison de votre équipe avec le maintien en fin d'année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'était une très très belle saison parce qu'on ne connaissait pas un peu ce pool, de ce niveau, et on a été surpris en début de saison. Mais on a acquis le maintien sur le terrain, et c'est tout à l'honneur de notre groupe, de nos joueurs, de notre club d'avoir réussi cette mission cette année. 10e sur 14, la nationale, l'équivalent de la 3e division, on en parlera tout à l'heure, hein. C'est 14 là-bas. Il y a des regrets, c'est la place de Blagnac, il y avait mieux à faire. Comment vous la jugez là, cette saison avec le recul de quelques semaines? Je pense qu'il n'y a pas de regret. Je crois que c'est la place de Blagnac par rapport à notre créativité qui n'a pas été simple à mettre en place cette année avec les joueurs. On avait mal jugé, je pense, le niveau de cette poule. Voilà, donc on se retrouve à la place, on a très mal débuté et j'espère qu'on va se servir de ces leçons pour la saison prochaine et pour mieux rebondir. Voilà, après on est au niveau rugbystiquement, je ne suis pas inquiet pour l'avenir.
Justement, il y a des satisfactions, il y en a beaucoup cette saison, mais plus particulièrement le nombre important de jeunes que vous avez lancés cette saison aussi. Ça, c'est tout bénef, c'est une satisfaction pour vous, l'entraîneur. Alors c'est tout bénef, je crois qu'avec on a laissé beaucoup de jeunes avec Romain et ça c'est important. Et c'est aussi tout le travail de tous nos éducateurs depuis des années, le travail du club sur ces jeunes qui sont montés en puissance et surtout de Cédric qui nous a quittés, l'entraîneur des espoirs, qui a formé la plupart de ses joueurs et qui les a fait briller au plus haut niveau avec nous, qui les a bien formés. Ça c'est top de pouvoir compter sur la formation blénakienne. C'était la première année de ce championnat, du championnat national. Vous l'avez dit. Comment vous avez trouvé la formule ? Est-ce que ça vous plaît déjà ? C'est totalement différent de la Fédérale 1 que vous avez connue avec Blagnac avant. Alors oui, ça c'est vrai. Moi, j'avais déjà connu cette formule quand j'étais entraîneur à Auch sur la politique. Mais c'était, on va dire, c'est une super formule. C'est épuisant, mais je crois que c'est la formule idéale pour préparer les équipes à la Pro D2, des blocs de 4 matchs qu'il faut savoir gérer. Voilà, donc c'est vraiment de la formule idéale. Et puis on rencontre des équipes de super niveau, avec tout ce qui va avec, des arbitres qui progressent. C'est souvent des arbitres jeunes, donc c'est ça aussi qui est super intéressant à ce niveau. Et rugbystiquement, comment on dit ça, messieurs ? Rugbystiquement parlant. Voilà, c'est ça. Comment vous avez... C'est compliqué à dire. Comment vous avez jugé le niveau ? C'est comme je le dis, c'est le 3e. On peut parler d'une sorte de Pro D3, vulgairement parlant, ou pas du tout ? On peut parler, alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on emploie ce mot, mais on peut parler de Pro D3. Rugbystiquement, c'est vraiment un très très bon niveau. C'est vraiment les matchs de phase finale qu'on joue en fin de fédéral contre les grosses cylindrées professionnelles. Là, on se regroupe tous dans cette poule. Voilà, le niveau a vraiment monté au fil de la saison. On a encore vu hier sur les 2 matchs de demi-finale. Et je crois que c'est une poule qui va permettre à beaucoup de jeunes Français d'éclore et de travailler. Voilà, il va falloir juste que ces jeunes Français qui sont dans les groupes espoirs acceptent de venir faire un an ou 2 pour se faire la main dans ce niveau qui va progresser d'année en année. Vous êtes en train de nous dire que des joueurs du Stade Toulousain vont venir à Blagnac volontiers, non ? Je l'espère. On travaille à un très bon terme avec le Stade Toulousain. C'est ça qui est fabuleux sur la région. Que ce soit le Stade Toulousain ou Castres, ces deux clubs nous ouvrent leurs portes et les relations avec Didier Lacroix, Jérôme Casadou se passent très très bien. C'est ça qui est très intéressant. Pierre-Henri Broncan et Mathias Roland du côté de Castres. Voilà, il y a une relation. Ces deux clubs professionnels sont ouverts à nous à la discussion et c'est ça qui est génial pour le club de Blagnac. Je fais la même annonce que la semaine dernière. La semaine dernière, pour tout vous dire, on avait reçu l'entraîneur de Colomiers rugby pour faire le bilan de la saison. Et si vous avez besoin d'un pilier, je suis disponible. Alors, il faudra m'apprendre le rugby, il faudra tout m'apprendre, on va même faire des passes. Mais voilà, si vous voulez quelqu'un, alors comme ils ont dit les chroniqueurs, sur la cantine, il va falloir y aller. Ouais, c'est ça. Faut revoir le budget bouffe par contre. Mais non, voilà. Il n'y a pas de souci. On a essayé de se mêler à tous les mardis soirs avec Alexandre Castola qui est spécialiste de mêler. Alors peut-être que vous avez une place. Peut-être que vous avez une place dans le secteur féminin, peut-être. Devant, non, vous avez ce qu'il faut sur les lignes avant. Attention, les lignes avant chez les filles, c'est quand même très équipé. Ils sont quand même en équipe de France. Clara Joly est en équipe de France, donc attention, il y a de bonnes joueuses à Blagnac. Je vais me mettre à la muscu, mais je vais juste aller au fast-food avant, bien évidemment, ça c'est obligé. On revient sur le terrain si vous le voulez. Il y a Bourg-en-Bresse et Narbonne qui vont monter en Pro D2. Ils vont se battre pour le titre de champion de national. Vous avez un favori, vous ? Alors je dirais que j'ai le favori de la saison qui va être Bourg-en-Bresse, mais après je vais être le favori du cœur parce que j'ai l'avantage de mon gendre et l'analyste vidéo, c'est Eddie Bondoui qui est l'analyste vidéo de Narbonne, donc je serai narbonnais samedi. Est-ce que vous êtes surpris de voir ces deux équipes en haut du classement ? C'est vrai qu'on parlait beaucoup d'Albi, je crois que Maxime Brossard qui est juste devant moi m'avait parlé de Nice qui pourrait être une grosse équipe aussi. Les deux équipes défaites en demi-finale. C'est ça, et vous êtes surpris de voir Bourg-en-Bresse et Narbonne là, en Pro D2 ? Alors Bourg-en-Bresse non, je ne suis pas surpris, et Narbonne non plus, c'est ce que j'avais dit aux journalistes olympiques, j'avais fait le pari sur Narbonne, qu'ils battraient Nice sur cette demi-finale, et j'avais fait depuis le moment en voyant le classement, parce que Patrick Pézery et Laurent Bali font un super boulot. Ils savent ce que c'est de faire monter, surtout Patrick avait fait monter Aix-en-Provence, et je crois qu'il a su préparer ses hommes, il connaissait la difficulté des phases finales, et c'est l'avantage d'un entraîneur qui connaît les phases finales et comment faire monter une équipe. Et c'est cette mission qu'a réussi Patrick et Laurent, et je les en félicite, parce que l'expérience se paye toujours, et c'est ces choix-là qu'il faut savoir faire aussi. On parle souvent des joueurs, mais il faut savoir faire aussi l'expérience des coachs qui peut apporter beaucoup.
Et on espère que Blagnac disputera ses phases finales l'année prochaine. Justement, là, on est en transition entre 2 saisons. Qu'est-ce qui se prépare là durant l'été, en plus du mercato éventuel? Qu'est-ce qui se prépare pour vous, l'entraîneur? Nous, c'est la préparation avec Romain Fuertes. On a bien préparé le recrutement qui est finalisé, on va dire, ce soir, mais je serai le président annoncer les dernières recrues parce qu'elles sont importantes et de valeur pour Blagnac. Donc, ce travail-là, et nous, on est sur la préparation, on va reprendre le 1er juillet. On va essayer d'éviter l'erreur que nous avons fait la saison dernière, donc pour être efficace dès le mois de septembre et réussir. Donc voilà, nous, on est sur un nouveau projet de jeu, de nouvelles idées qu'on essaie de mettre en place pour essayer de surprendre nos adversaires et utiliser surtout la force de notre groupe pour la saison prochaine. On peut pas avoir un petit nom quand même? Un petit indice? Un gros indice ou un petit nom? Non, cet indice-là, je laisse la faveur à mon président, Benoît Trey, qui fait un boulot fabuleux et qui a besoin aussi d'annoncer ces choses-là en bonne et due forme. Mais voilà, mais vous serez surpris, on a de très bons joueurs qui nous rejoignent. Et j'imagine que la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vacances pour un entraîneur. Non. Ça n'existe pas pour un entraîneur. C'est surtout madame qui râle surtout sur ça. Mais c'est logique, c'est elle qui fait des concessions depuis longtemps. Mais bon, c'est notre métier, on est comme ça, on le sait. Voilà, donc on s'accroche, on aime ça et on aime ce club de Blagnac qui va faire son centenaire. Donc on a envie de l'amener encore plus haut l'année prochaine. La nationale s'est bien portée, mais on en a parlé un petit peu là avec Lucas pour les féminines. Les féminines et les espoirs se portent super bien aussi. Là aussi, c'est tout bénef pour le club, non? Je crois que c'est une bonne image pour le club. C'est une très bonne image, je disais tout à l'heure. Nos jeunes sont en pleine progression. Il y a un travail qui est fabuleux depuis l'école de rugby jusqu'au cadet, jusqu'à maintenant aux juniors et aux espoirs maintenant qui sont en finale. Le travail qui est fait par Fabien et Nico, c'est fabuleux. Je parlais de Cédric Pujol qui nous a quitté à la début de saison, mais qui était un homme fabuleux, qui a su amener les valeurs de Blagnac. Et ces jeunes vont arriver petit à petit en équipe 1. Il y a plein de joueurs qui l'ont intégré, il y en a qui jouent avec eux, donc ça c'est top pour nous. Et le travail chez les féminines, les 2 frères Tranier qui font un boulot fabuleux. Chaque année, ils se cassent la tête, mais là, ils sont en pleine progression. On a encore vu samedi, elles ont enfin battu leur bête noire. L'ogre Montpellierin, oui. C'est ça, et c'est fabuleux pour les filles parce que j'étais hommage, je les ai vues après, j'étais heureuse et elles méritent. Et pour tous ces dirigeants, c'était fabuleux aussi, pour toutes ces filles de Blagnac et de Montpellier. Les espoirs sont en finale du championnat et les féminines sont en demi-finale et elles vont jouer contre le voisin, le Stade Toulousain. Enfin bon, le Stade Toulousain qui a fait match nul, faut-il le rappeler, comme par hasard le dernier match, mais ça ce sont mes propos. Mais voilà. Non, mais c'est pas grave. Je crois que les filles ont tout fait pour les taper en demi. Oui. Les taper pour qu'on ait une belle fête à Blagnac pour la finale avec les filles sur le terrain, comme ça qu'on connaît trop bien le terrain. Et nos garçons vont jouer à l'histoire, puisque le terrain a été désigné contre Suresnes pour la finale ce dimanche. Donc voilà, en espérant qu'ils soient les premières à amener un titre et les filles suivront. C'est tout le mal qu'on souhaite pour le club. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Eric, pour terminer pour la saison prochaine? Qu'est-ce qui vous comblerait l'année prochaine? À part le maintien, peut-être. Il y a le maintien, forcément, mais... Oui, il y a le maintien, on va pas se mentir, on va pas faire semblant, on va viser d'abord le maintien, et après, comme j'ai dit, on a des joueurs avec Romain, et que la pièce tombe du bon côté, qu'on puisse aller batailler quelques autres joueurs. Mais d'abord le maintien, et qu'enfin, on ait du public, parce que ce qui nous manque, c'est du public, et en début de saison, ça va attirer un peu de monde, ce national, et j'espère que ça va attirer encore plus de monde, et qu'on va enfin remplir un peu ce stade à Blagnac. Ça, je crois que ça fera plaisir à toute la ville, et à notre club à Blagnac. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Nous, on peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Samedi, Chelsea a remporté la 2e Ligue des Champions de son histoire après 2012. Tourelle et Thiago Silva finalistes. L'année dernière ont leur revanche et les Français Giroud et Kanté et même Zouma ajoutent une ligne à leur palmarès déjà énorme. Messieurs, petit bilan sur cette campagne européenne 2020-2021. Est-ce que c'était un bon cru déjà, Mehdi? Non. Maxime? Oui. Oui. Kevin? Non, mais la finale, oui. Lucas? Non. Vous êtes tous non? C'était pas un bon cru? Non. C'est vrai? Comme la saison de foot en général. Ouais, moi, c'est surtout par rapport, c'est qu'on va dire, mais c'est vrai que l'atmosphère de la Ligue des Champions, c'est quand même les ambiances particulières. Sans m'attarder vraiment sur le niveau du foot que je connais pas trop. Le fait que ce soit dans les stades vides et tout ça, ça m'a. Bien sûr. Le peu de matchs que j'ai regardé, il manquait quelque chose, quoi. Et puis il y a eu la polémique sur la Super League aussi, qui s'est mêlée à tout ça. Il y a des générations qui se terminent un petit peu. On pense au Real, on pense... le Bayern a eu du mal peut-être à enchaîner.
année. Le Barça a du mal à se retrouver. Liverpool était dans les présent, choux. Il manquait, voilà, la Juve était vraiment absente aussi. L'Atlético a toujours pas voulu jouer au foot. Ouais, l'Atlético a eu du mal aussi à faire aussi bien qu'en championnat et encore en deuxième partie de saison, c'était vraiment moyen. L'Inter s'est vautré. Non, il y a eu peu de raisons. Ils ont terminé dernier de la poule, l'Inter, je crois, quelque chose comme ça. Non, troisième, mais peu importe. C'est Donetsk qui fait. C'est Donetsk qui fait. Shakhtar qui va en Europe. Après, ils sont à 3 points de se qualifier aussi, donc on est les d'accord. derniers. C'est une plantade comme t'es l'Inter, quoi. Voilà, vaut mieux faire le parcours de l'Inter que celui de Rennes. Mais tout ça pour dire que voilà, on s'est un petit peu ennuyé. Effectivement, la finale, ça nous a fait du bien parce qu'on a vu du public. C'était une bonne finale. C'était une finale avec du jeu. Quand vous entendez regarder Toulouse-Nantes le lendemain, ça piquait les yeux. Oui, après, c'est pas la faute des Toulousains. Mais non, voilà, quand on voit. De toute façon, c'est pas le même niveau. Quand on a vu la compo de Guardiola, on a tous compris que là, on allait avoir une finale où forcément, il allait avoir des ouvertures, quoi. Il n'y avait pas un mec pour défendre. Donc voilà. C'est incroyable, Guardiola, de toujours tester quelque chose au mauvais moment. On n'arrête pas de dire ça. Après, il faut pas oublier qu'il restait sur 2 défaites face à Chelsea et qu'il a peut-être aussi analysé les choses de la façon où il s'est dit que c'était comme ça qu'il fallait faire pour les surprendre. Il a un peu ce côté génie incompris et ce genre de choses participe un peu à sa légende. Oui, c'est manqué, mais bon, voilà, si ça avait réussi, on aurait crié au génie. Je vais poser une question que je ne supporte pas entendre chez nos confrères, mais je vais la poser quand même. Est-ce que Chelsea est un beau vainqueur ? Ça, je supporte pas cette question, mais j'ai envie de vous la poser juste pour voir. Ils ont fait un beau parcours. Oui, parce que ils ont fait un beau parcours. C'est rafraîchissant et moi je trouve que un peu comme Liverpool il y a quelques temps, il représente un petit peu le football moderne, le football sans grosse star, l'anti-Neymar en fait. Et la preuve en est avec Thomas Tuchel qui a, je pense, aussi beaucoup de mal à gérer ce genre de choses et qui avec les jeunes de Chelsea, il a réussi ils étaient plus malléables, il a réussi à les modeler un petit peu comme il pouvait et voilà, il joue un football très moderne avec beaucoup de verticalité, beaucoup de courses. Le meilleur joueur de cette équipe là et ça symbolise tout ça, c'est N'Golo Kanté. Donc voilà, oui, moi, honnêtement, je pense qu'il symbolise beaucoup le foot moderne et donc forcément, il est un peu à l'image du foot mondial actuellement. Il y a quelque chose surtout d'inattendu, je trouve un peu moi dans cette victoire, c'est parce que déjà le fait qu'ils aient limogé Lampard en plein cours de saison, on savait pas trop comment l'équipe allait réagir. Mais après, il faut pas oublier aussi. C'était déjà le cas en 2012, leur première Ligue des Champions, ils virent leur entraîneur en cours de saison. Et puis Zidane aussi, qui est champion d'Europe dans ces conditions-là avec le Real la première fois. Et le Bayern l'année dernière. Donc c'est pas, c'est loin d'être si anodin que ça. Mais après, honnêtement, finalement, je crois que par contre, par rapport au recrutement qui avait été fait l'été, pour avoir suivi un peu la première ligue, c'était un des recrutements les plus impressionnants du championnat. Donc même s'ils n'avaient pas de stars, ils avaient quand même assurer leurs arrières avec ça faisait 2 ans qu'ils pouvaient pas trop recruter, donc forcément là ils ont mis le paquet et ils ont dégraissé et oui, c'est un peu normal qu'ils fassent un beau parcours. De là à gagner peut-être pas, mais c'est l'électrochoc. Ils n'attendaient pas cette année si tôt en fait. Mais c'est effectivement l'électrochoc de la mi-saison avec Tourelle qui débarque et qui franchement quand il y a un bon groupe et un bon état d'esprit, changer de coach comme ça en mi-saison, et voilà, on vient de le dire avec les exemples de Chelsea et du Real ces dernières années et du Bayern, ça peut vraiment faire toute la différence, quoi. Et ils ont vite assimilé la façon dont ils voulaient jouer. Et Paris, ça aurait pu le faire aussi d'ailleurs. Voilà, ils se feront sortir logiquement en demi-finale, mais est-ce qu'ils seraient allés en demi-finale sans Pochettino? Déjà, on ne sait pas. Kevin, Chelsea qui fait un beau parcours, ils sortent Rennes, Krasnodar et Séville en poule, avant de sortir l'Atlético Madrid, Porto, le Real et donc Manchester City. C'est un parcours de champion d'Europe, on peut le dire. Ouais, même si les premiers adversaires c'est un peu Europa League, quasiment jusqu'en demi, parce que l'Atlético ça a quasiment rien proposé. Porto, ils ont réussi à sortir la Juve, mais bon. Séville, Séville c'est costaud et l'Atlético est supérieur au Real. Moi je pense. L'Atlético, personne n'avait envie de les jouer en 8ème quand même, quoi. Et ils sont emmerdants toujours, quoi. Après le Real, il y a le prestige aussi qui fait que c'est toujours embêtant de jouer le Real, et le Real encore plus le Real de Zidane. Non, mais voilà. Après, ils étaient largement au-dessus du Real. Qui va signer à Paris. Le parcours est plus qu'honorable. De toute façon, personne dit le contraire. Et depuis que Tourelle est arrivé de Chelsea, ils sont quasiment injouables. Enfin, très difficilement prenables, quoi. Parce qu'il y a la remontée. Il y a la remontée en championnat aussi pour eux. Parce qu'ils étaient au milieu de classement. Mais ils étaient 8 ou 10e. Ils étaient mal. Ils font finale de Cup. Plus loin. Ils ont fait une finale. Perdu contre Leicester. Tant mieux pour Leicester d'ailleurs. Et c'est presque un exploit. Si en décembre on leur avait dit vous serez champion d'Europe et 4e, mais ils auraient signé des 2 mains. Abramovich il aurait aligné des chèques à gogo. Quel club a le plus de regrets sur cette Ligue des Champions? City qui perd en finale. City. Paris.
Paris après avoir sorti le Barça et le Bayern, ils peuvent avoir des regrets, mais la défaite en demi-finale, elle est logique. City, effectivement. Comme tu l'as dit au début de l'émission, avec il y a quand même ce fait de jeu qui entache un peu la finale et qui, je pense, aurait peut-être pu faire basculer. Bon, c'est le fruit du travail de plusieurs saisons, l'arrivée de City en finale et de joueurs cadres, De Bruyne, effectivement, mais aussi Agüero, mais aussi Gundogan, mais aussi, je sais pas, gardien Ederson, et puis Guardiola, même Mahrez, que ce mec-là n'ait pas encore réussi à faire gagner la Ligue des Champions à City, ça reste une anomalie pour l'instant. C'est assez marrant, en plus c'est le même type de club, j'ai envie de dire, mais avec des années d'avance pour Chelsea. C'est des clubs qui de base en Angleterre étaient pas connus, très populaires, mais qui étaient vraiment des équipes un peu de bas-fond de classement, et qui ont profité de l'arrivée de... Un petit palmarès, ils avaient. Ils avaient un petit palmarès, qui ont profité de l'arrivée de généreux mécènes, d'investisseurs, et qui, au fil des saisons, commencent à s'imposer. D'ailleurs, Chelsea, on n'en parle pas souvent, mais c'est un des clubs qui, je crois, a gagné le plus de trophées depuis de Ligue des Champions, de Ligue Europa, je crois. C'est le club anglais, je crois, qui a gagné le plus de trophées. Je dis pas de bêtises en plus, je crois. C'est assez incroyable. Mais parce que ce sont des mécènes qui font pas n'importe quoi aussi. Mais je mets aussi dans les Qataris avec Paris, ils font pas n'importe quoi. Ça peut être un exemple justement sur. Ils vont peut-être imiter Chelsea sur la durée, quoi. Ça que bien sûr. Mais Chelsea, ils ont mis beaucoup de temps à la gagner, la première. 10 ans, 9 ans. Ils l'ont gagné en 2012. Il y a eu une finale aussi en 2008. Perdu un tir au but sur un tir au but d'Anelka. Ils perdent en demi en 2004 à Moscou contre Monaco aussi, c'était le début, on va dire. Donc 10 ans. 10 ans et surtout au moment où on s'y attendait plus trop, quoi. C'est-à-dire qu'on était. C'est vrai que l'année où il a gagné en 2012, on voit tous le Bayern en plus à domicile. C'était à l'Allianz Arena. On a dit Matteo qui débarque en cours de saison. On a Drogba qui est sur la fin. On a une génération qui va s'éteindre. Il y a Lampard aussi qui devait être sur la fin. Il y a Terry. Donc effectivement. Je vous coupe 2 secondes. Ça sent les prolongations pour les quarts de finale de l'Euro Espoir entre les Pays-Bas et la France. Cherchez pas, chers auditeurs, à le regarder. Il n'y est pas. Si, il est sur France TV Sport. Que vous n'êtes pas moderne. Tout le monde a un téléphone ou une tablette aujourd'hui pour regarder ce match, faut pas déconner. Là, on pourrait le regarder là. Qu'est-ce qui vous a séduit ? S'il était à la télé, on ne verrait pas. Qu'est-ce qui vous a séduit, messieurs, sur cette Ligue des Champions ? Il y a bien un petit truc qui vous a plu, Mehdi, par exemple ? Je suis en train de chercher parce que j'ai très peu regardé moi avec le Covid et honnêtement, c'est franchement très compliqué à. Le parcours français, il y en a pas. Non. Demi-finale, il y en a pas. Non, mais moi c'est un club seul, le PSG. J'ai beaucoup du mal. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'identifier au PSG. Même moi qui suis fan du club, en fait, c'est pas l'absence de bons ou de mauvais parcours qui dicte le truc. Moi, c'est le comportement sur le terrain, c'est l'histoire qu'on raconte. Et même si là, ils ont sorti le Barça et le Bayern, j'ai pas été séduit par l'histoire qu'on m'a racontée. Et tant que les joueurs sur le terrain voudront se mettre en avant par rapport au club, ça me plaira pas, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis un peu, si moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est quand même quand Mbappé a claqué, je crois que c'est les 3 buts à Barcelone. Je pense que ça, quand même, ça va rester dans. Surtout qu'il en claque 2 à l'Allianz Arena. Ouais, et puis surtout au Nou Camp et tout. Donc ce qu'on retient, c'est un des seuls matchs où il n'y avait pas Neymar, c'est ça ? Ouais. Ah bah oui, non, mais en plus, moi je les prochains 4 ans, il va falloir faire avec comme Kurzawa. Et non, mais moi je retiens. C'est ça que je retiens, Moi, c'est pour ça le sentiment, il n'est pas bon, c'est que je vois plus de déception dans cette Ligue des Champions. Lesquels ? Qu'autre chose. La saison catastrophique de Liverpool, on l'a dit. La Juventus, que ce soit en championnat Ligue des Champions, mais c'est une catastrophe. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a l'Inter, on l'a dit, qui n'a pas passé les poules. Le City qui se vautre en finale. Le Bayern qui n'a pas réussi à s'en sortir sans Lewandowski. Le Barça, c'était un peu plus attendu. Et puis il faut dire aussi que ces dernières saisons, on a eu le droit l'Atalanta, l'Ajax, quoi. On a eu le droit à des festivals en Ligue des Champions avec des retournements de situation hallucinants. Tottenham aussi. Tottenham quand ils sortent l'Ajax, mais l'Ajax avant qu'ils sortent le Real. Paris et la remontada 2 fois, avec le Barça 3 fois. Barça aussi, je sais pas combien de fois. Barça Liverpool, de toute façon les demi-finales de l'année où Liverpool gagne face à Tottenham en finale, elles sont hallucinantes. À l'aller, c'est le Barça et l'Ajax qui sont qualifiés, mais alors largement, et tout se renverse, toute la table est renversée au retour, donc incroyable. On a eu ces dernières saisons en Ligue des Champions des trucs hallucinants qu'on n'avait jamais vus avant.
Et là, on est sur une Ligue des Champions lambda, un petit peu. Oui, et ne venez pas nous dire qu'il faut le retour du Final 8, etc. Moi, je suis contre, moi, ça. Voilà, le bon vieux aller-retour et toutes les émotions de l'aller-retour, c'est quand même très bien, c'est quand même très bon. C'est peut-être le moment de mettre votre coup de gueule. C'est l'année prochaine qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur. Justement, je voulais en parler, c'était un coup de gueule. C'est voilà. Alors, il s'est pas encore tout à fait voté, mais Ceferin, ce grand génie de l'UEFA qui nous sort de magnifiques réformes et qui a poussé Platini dehors, hein, on va le regretter pendant longtemps, tout ça. C'est Infantino qui est derrière. Oui, bien sûr, mais tous ces gens-là, maintenant il a décidé, lui, après ces compétitions nazes, on va le dire, de supprimer le but à l'extérieur, c'est-à-dire de supprimer en fait toute l'essence de la Coupe d'Europe. Voyez le côté positif, Toulouse aurait été en prolongation hier. Tout ce qui nous fait vibrer maintenant, et voilà, c'est absolument une catastrophe. Et ça va aussi dans le sens des 5 changements qui ont été prolongés jusqu'à la décembre 2022, où on va, et 5 plus 1 en plus en prolongation, où on va pouvoir bientôt changer toute la moitié de l'effectif, et l'usure physique n'aura beaucoup moins d'importance. Les gros qui ont un effectif plus conséquent. Évidemment. Mais voilà, sauf que l'usure physique, ça fait partie du foot, et ignorer ça, moi je trouve que c'est juste c'est de l'incompétence, et c'est ignorer ce qu'est le football en fait, tout simplement. Et c'est la même chose pour le but à l'extérieur, quoi. Ils auraient dû déjà enlever les 3 semaines entre le 8e de finale aller et retour, ça aurait été pas mal. Kevin. Et juste pour finir là, parce que Porto quand même, ils ont quand même fait un beau parcours, ils ont éliminé la Juve en prolongue, et puis c'est la seule équipe là, je viens de voir, qui a gagné contre Chelsea sur un match, donc c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai, ils ont gagné 1-0 à Chelsea en plus. Ce beau parcours, parce que ils ont fait quelque chose de ouf. C'est un club moyen, quoi. Mais messieurs, et il garde contre Sessao. On a 2 minutes. La question, je pense, ça va être unanime. Le joueur de la Ligue des Champions. Ouais, oui, vous le connaissez. Joueur de la demi-finale et joueur de la demi-finale retour, joueur de la finale. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Ouais, après, voilà, c'est sur les 3 derniers matchs. N'Golo Kanté. C'est le joueur, c'est là où ça compte, mais ça. Peut-être De Bruyne s'il n'avait pas été. Ça suffit pour le Ballon d'Or. Si City a gagné, ça aurait été De Bruyne. Si Paris était en finale, ça aurait été Mbappé. Si le Real avait été en finale, ça aurait été Benzema. Enfin voilà. Mais ça suffit pas, par contre. Ça suffit pour le Ballon d'Or ou pas ? Tout dépend de ce que va faire la France cet été. On va voir l'Euro. Même à l'Euro, il suffit qu'Mbappé mette 4 buts, c'est Mbappé qui aura le Ballon d'Or parce que c'est un attaquant et parce qu'il y a le défaut d'image. Et le problème, c'est les votants. Il a une bonne image. Les votants ne connaissent pas N'Golo Kanté. Les Philippins et les Indonésiens et les je sais pas quoi qui votent, ils vont pas voter N'Golo Kanté, ils le connaissent pas. Il y a des affiches d'Mbappé partout, ils votent Mbappé. C'est plus le principal pourvoyeur de voix. Non, mais ça compte aussi. Non, bien sûr, ça compte. Enfin bon, N'Golo Kanté, s'il fait une grande compète à l'Euro, si la France perd en finale, par exemple, il suffit qu'il marque 1 ou 2 buts en tant que milieu défensif et ça marquera les esprits. Et puis là, il les a bien marqués, donc forcément, quoi, il y a eu un but ? Non, on est éliminé. On est éliminé. La France est éliminée. Je sais pas s'il y a un but. Tout ce que j'ai vu, c'est que la France est éliminée 2-1 après un but à la 94e minute. Et ben voilà. La France espoir éliminée. Cette émission sur une bonne note. Vous l'avez entendu ici en premier. En quart de finale de l'Euro espoir. J'espère que vous n'avez pas enregistré le match. On regardait tout à l'heure le banc avec Jean Sureda, le banc des Bleus, hallucinant. Mais c'est pas une équipe. C'est sorti là. C'est incroyable. C'est comme ça. Hein. Ouais, après devant c'était pas mal côté Pays-Bas. Il y a une bonne équipe. Il y a un autre joueur, messieurs, de la Ligue des Champions. Je pense je dis pas ça parce qu'il est français, mais c'est vrai que si c'était Ronaldo, on en aurait tous parlé. Mais un Kylian Mbappé qui claque 6 buts contre le Barça et le Bayern. On est obligé d'en parler. Est-ce qu'il y a un De Bruyne qui fait une superbe Ligue des Champions avec Manchester City au-delà de Kanté, s'il loupe l'Euro, ça peut pas être De Bruyne. Oui, ça c'est vrai. La saison sera cuite, ça c'est clair. Mais oui, ici on va loin, Mbappé il va tout droit, et puis voilà, de toute façon je pense que ça sera ça. Moi je pense que ça va être Kanté. Si la France fait finale, il y a moyen que ce soit Kanté. Finale, demi-finale. Ribéry va pouvoir le maudire. Ribéry, ouais. Et puis si l'Euro ne sert pas de détonateur pour tout ça, il y a un début de saison aussi, n'oubliez pas, c'est en décembre, c'est dans longtemps, il y a 6 mois encore. Ouais, il suffit d'une blessure et tout est terminé. C'est vrai. Un peu comme vous, Jean Sureda. Vous auriez pu avoir le Ballon d'Or, malheureusement. Le Ballon de plomb. Ça. La fracture du petit doigt à Bonal en buvant la bière. En jetant le sandwich sur la pelouse. Et puis plaquage de l'index. Le ballon de plomb. Le ballon de... Bon, on en parlera de football la semaine prochaine avec le début de l'Euro. Merci à vous, Coraline, à la réalisation audio et vidéo ce soir. Merci à vous, messieurs. Et nous, on se retrouve. Quelle femme. Quelle carrière. On ne garantit pas la qualité des images. On se retrouve lundi prochain avec Albert Russe comme invité à lundi.